À l'époque des inégalités sociales, droit de vote, droit du travail, le féminisme avait un sens et s'appelait féminisme par abus de langage. Parlait-on de blackisme avec Martin Luther King, il s'agissait davantage d'égalitarisme, mais une lutte n'a de sens que si l'on en garde la dimension de combativité, de contrebalancement des pouvoirs. Beaucoup de noirs américains voulaient renverser la suprématie blanche pour prendre l'ascendant, ce qui ne devait pas plus arriver que la suprématie blanche. De ce fait, les femmes accèdent au droit de vote, qui n'aura sans doute été donné que pour légitimer davantage le pouvoir en place en augmentant les taux de participation, et au droit du travail, ce qui contribuera au dumping social en augmentant la pression salariale et forçant à la baisse le coût de la main-d'œuvre. Phénomène décuplé lors de l'avènement des office jobs. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul droit légal que les hommes ont et que les femmes n'ont pas. Les femmes ont désormais accès à une indépendance financière bienvenue. Cependant, touchées par la maladie des sociétés développées, à contrario des pays rongés par la corruption où le peuple est bizarrement souriant, accueillant et bon vivant, l'Occident sombre dans l'oisiveté sociale et est en recherche perpétuelle de causes à défendre et de problèmes qui n'existent pas. Quand on s'ennuie dans une ambiance individualiste, due entre autres au capitalisme, on porte l'étendard d'une cause noble, souvent directement liée à notre situation. Les végétariens, végétaliens extrêmes qui ne supportent pas de voir un bout de viande, les féministes qui sont concernés par le harcèlement de rue, les homos qui ont subi plusieurs remarques moqueuses, les blacks ou arabes discriminés, rares sont ceux qui défendent une cause qui ne leur est pas liée, et encore plus rares sont les activistes efficaces et authentiques. Ainsi, on a eu droit au Black Lives Matter, qui défend les noirs américains face au traitement raciste, ce qui est certes louable au départ mais qui fait un déni total comme en France de la responsabilité pourtant existante sous certains aspects des premiers concernés, SOS Racisme, le CRIF, la LICRA qui saute sur chaque procès potentiel pour renflouer les caisses, le féminisme qui confond lutte utile et caprice. Quand on est une femme, on est femme et on se sent, dans une immense majorité des cas, femme. Pareil pour les autres. Cependant, dans une société de consommation gangrénée par la sexualisation des produits, exploitant la frustration liée à la virilité ou à la féminité, tout est bon pour motiver l'achat, en faisant profit du doute, du manque de confiance, du mal dans sa peau qui est soigneusement entretenu pour être compensé. L'homme viril achète une grosse voiture, une montre très chère, la femme achète des robes, des chaussures, du maquillage et ne plus savoir quoi en faire. Le féminisme est un combat qui mélange tout. Lutte contre l'asservissement à la consommation, lutte contre le harcèlement, lutte contre les standards de société et lutte contre les inégalités. Le problème, c'est qu'en faisant l'amalgame entre tous ces sujets, la lutte devient davantage la recherche aveugle d'une cause, égoïste puisqu'elle ne concerne que les femmes, qui ne s'attaque même pas aux vrais problèmes quand il y en a. Apparemment, selon les féministes, c'est la société qui a imposé aux femmes d'être belles et séduisantes. Le maquillage, l'épilation, les vêtements, tout vient de l'oppression masculine qui leur dicte de se comporter ainsi. Ici, on occulte complètement l'instinct féminin, pourtant fruit de l'évolution. Une femme par essence est la femelle de l'espèce humaine, espèce qui n'a su traverser la sélection naturelle qu'en répondant à certains critères. Notamment, si l'homme émet des millions de spermatozoïdes par jour et se doit de les expulser, ce qui se traduit par des pulsions sexuelles quotidiennes répétées, la femme ovule une fois par mois et a une tendance au choix du mâle alpha, nécessaire à la procréation. Ce choix, il faut se le donner. Pour se le donner, il faut être attractif. Là où un homme devrait être fort pour assurer sa sécurité et celle de sa partenaire et charismatique pour gagner le leadership face aux autres hommes dans la compétition du mâle, la femme doit simplement être bien gaulée et prendre soin d'elle. Le premier homme qui prétendrait ne pas avoir de désir pour une charmante demoiselle qui le supplie de coucher avec elle est soit socialement castré, soit un menteur. De ce fait, les femmes ont cet instinct de la séduction qui a lieu dans le contexte de la compétition de la femelle et qui se traduit de manière passive par l'apparence. Une femme doit être séduisante pour se donner le choix et personne n'est crédible en défendant le fait qu'une femme est aussi belle lorsqu'elle est poilue, pas maquillée, mal habillée ou grosse. Les hommes ne sont pas programmés pour aimer ça. C'est très simple, tout le monde se sent un peu comme une victime quand on a acheté le dernier iPhone X à 1300 € et qu'on a brisé l'écran la semaine suivante. De la même manière, certaines féministes refusent de devoir acheter de la crème, de faire de la manicure, de se rendre belle au nom de la consommation. Si ce combat est louable d'un point de vue économique, écologique ou éthique, je demanderais simplement à ces féministes pourquoi elles continuent d'aller au McDo, pourquoi elles ont une voiture, pourquoi elles prennent des douches de plus de 5 minutes, pourquoi elles mangent autant de viande ou du poisson et pourquoi elles ont le dernier smartphone à la mode. Se sortir de la société de consommation, ce n'est pas du féminisme, c'est un acte personnel qui s'étend à tous les produits et qui ne se résume pas à un post Instagram avec le dernier mascara qui a été boudé. Par ailleurs, il existe des sociétés de cosmétiques bio-responsables et éthiques, qui méritent d'être défendues, au même titre que les Biocop et autres productions agricoles locales. Et c'est le sujet au goût du jour. On le sait, en France, l'individualisme et l'égocentrisme sont de rigueur. Culte de sa propre personne sur les réseaux sociaux, appât du gain, refus de la remise en question. Au même titre qu'un mec sans culture aura toujours une opinion à défendre, une femme sans recul condamnera le harcèlement en l'apparentant à toutes les formes. Et c'est là le drame, juste parce que ça la concerne et parce qu'elle est en manque d'attention plaintive. Combien sommes-nous en France à aimer se faire plaindre? Autrement dit, oui, il est fatigant de se faire draguer maladroitement dans la rue, oui, il est énervant de recevoir des commentaires sexuels, mais il est bien plus satisfaisant d'en faire la complainte au milieu d'un groupe de copines, à la fois parce qu'on a l'attention du groupe et à la fois parce qu'on se sent désiré. Le harcèlement, ce n'est pas tout et n'importe quoi. Un homme harcelé, c'est un homme qui subit l'humiliation, le racket ou des attaques personnelles répétées. Une femme qui subit du harcèlement, c'est d'abord le viol, une main au cul, des commentaires sexuels, des sifflements dans la rue, mais ça va aussi jusqu'au regard dans le métro, au manspreading, à la tentative d'interaction dans la rue et même aux compliments. Si beaucoup identifieraient déjà qu'on a affaire à de la pourri gâtée au dernier degré, la féministe moderne est souvent une bourgeoise de gauche qui n'a jamais manqué d'argent et n'a quasiment jamais eu de problème dans la vie, si ce n'est le manque d'acceptation de sa personne. Quoi de plus confortable pour une malle dans sa peau que d'attaquer les autres pour en être responsable, demander des likes sur Facebook, de faire de sa conviction un combat pseudo-moral. Le harcèlement a donc un sens de plus en plus large, qui fait l'apologie de plus en plus poussée des perceptions égocentriques de ces femmes. Que le harcèlement soit puni et découragé, tout le monde est d'accord là-dessus. Encore faut-il décrire précisément ce qu'est le harcèlement et qui est responsable de l'en empêcher.
Inégalité salariale, inégalité devant la loi, discrimination à l'embauche, société patriarcale. Les exemples ne manquent plus et chacun peut être contredit avec logique et statistique. Il n'existe à ce jour dans une grande partie de l'Occident aucun droit que les hommes ont et que les femmes n'ont pas. Mieux encore, les femmes ont des droits que les hommes n'ont pas. Privilege is being able to steal a man's sperm and then sue him for child support. Privilege is being able to rape a man or an underage boy and then sue him for child support. Privilege is having the right to abort a fetus or give a child up for adoption in complete disregard for the wishes of the father. Privilege is being able to declare a man to be the father of your child without any proof and having it be his legal responsibility to prove that he isn't the father. Privilege is being able to sue a sperm donor for child support. Privilege is having the power to opt out of parenthood. Privilege is actually having reproductive rights. Privilege is having people assume you're an innocent victim in cases of domestic violence, even though half of all domestic violence is reciprocated, and women account for 70% of non-reciprocated domestic violence perpetrators. Il se raconte que les femmes gagnent entre 10 et 20% de moins que les hommes, certes, mais pas en taux horaire. Men are more likely to work overtime, are more likely to ask for raises or promotions, are less likely to take time off, are more competitive, are more likely to take risks, prioritize earnings more than women, retire at a later age, and all these other things which studies have found. With all this taken into consideration, it's no wonder that men get paid more. Men work more. Certains ou certaines répondront que l'oppression patriarcale en est la raison. Je réponds simplement science bitch. Les femmes n'ont pas été créées comme compétitrices chevronnées mais comme généreuses. Les hommes disposent de testostérone, d'un goût du risque lié à la dopamine, ce qui les a rendus capables de chasser et de participer à la survie de l'espèce humaine. Les femmes ont développé l'instinct maternel et l'instinct de séduction. Leur demander d'être en compétition avec des hommes sur le terrain de l'emploi est ingrat. D'ailleurs, d'où viendrait l'expression avoir des couilles? Quand j'observe le monde corporate dans lequel j'ai moi-même évolué, déjà peu d'ingénieurs ont le courage d'aller demander une augmentation, encore moins de se battre après un refus. Seul un très faible pourcentage de femmes arrivera à traverser les épreuves. Il ne s'agit pas de patriarcat mais de business. Enfin, si les femmes étaient réellement moins chères que les hommes à travail égal, pourquoi ne recruterions-nous pas que des femmes? Les bénéfices des actionnaires comptent davantage que la fierté machiste des soi-disant patriarches. Certes, les employeurs peuvent être réticents à affronter l'éventualité de la maternité, qui représente toujours un handicap pour une entreprise. Dans ces cas-là, il s'agit de se battre pour disposer d'aides sociales destinées à contrebalancer le poids de la nature. C'est au monde corporate de s'adapter à la nature et pas l'inverse. Il est aberrant d'entendre des femmes dire qu'elles n'auront pas d'enfants au nom de leur ambition. Les deux peuvent et doivent être possibles. Enfin, rappelons que certaines entreprises exclusivement composées de femmes existent au nom du féminisme. Outre le fait que l'inverse serait perçu comme du machisme et du sexisme primaire, personne n'est allé se plaindre de l'existence de ces entreprises. Oui, la société est, de moins en moins cependant, patriarcale. Et contrairement à ce que prétendent beaucoup de féministes, il ne s'agit pas d'une construction sociale. Science bitch. L'évolution a montré que pour un leadership performant dans une société humaine, il a fallu presque toujours une société patriarcale. Certains répondront que d'autres cultures ont connu des sociétés matriarcales. Je réponds effectivement, mais il s'agira de prouver que la perception de ces femmes en termes de leadership était à la hauteur, et là on rentre dans le freudisme. Par ailleurs, comme à ceux qui disent que les producteurs de films français sont mauvais ou que l'Assemblée nationale est pleine d'hommes blancs, je répondrai fermez-la et prenez leur place. Avant de condamner un état de fait, il s'agirait d'en comprendre les origines et de réaliser que les choses sont vouées à changer, non pas en s'en plaignant comme un gamin qui fait un caprice, mais en prenant le taureau par les cornes et en le faisant valser soi-même. Il n'existe presque plus de raison d'être féministe en Occident, ou alors il en existe autant que d'être hoministe, antiraciste ou anti-homophobe. L'hypocrisie sociale latente de ces pseudo-humanistes égoïstes et égocentriques découle d'un manque dans une existence sans réelle motivation. Si toutes ces féministes étaient aussi engagées qu'elles le prétendent, elles passeraient moins de temps à pleurer sur le manspreading et prendraient le premier avion pour l'Afrique subsaharienne afin de combattre l'excision. Dans ces pays, tels l'Arabie Saoudite ou autres pays traditionnellement musulmans, où les droits des femmes sont très restreints, la lutte féministe a du sens. Mais c'est une autre paire de manches que de faire des vidéos sur les mecs qui sifflent dans la rue. Aussi, pourquoi se limiter au féminisme? Si la réelle motivation de ces femmes est l'égalité et la fraternité, il leur serait très facile de s'investir dans l'humanitaire, les bouches à nourrir ne manquent pas. Avant, il était classe et bien vu d'aller rencontrer une fille dans la rue. Cela relevait de l'interaction sociale, au pire stérile, au mieux bienvenue. De la même manière qu'on demande une cigarette, son chemin ou un prénom, la drague de rue constitue certes une tentative de séduction plus intime, mais quand elle est faite de la bonne manière, incarne l'acte du gentleman qui fournit satisfaction à la femme en faisant louange à sa féminité, mais aussi satisfaction à l'ego de l'homme qui reçoit sa dose de confiance et de dopamine. Une pensée pour toutes les activistes qui crachent sur les dragueurs de rue mais qui mouillent leur culotte en regardant 50 Shades of Grey. Par ailleurs, la rue est le seul endroit où toutes les classes sociales se rencontrent. Il serait catastrophique de se priver des interactions qui y sont possibles. Alors certes, il y aura toujours de pauvres mecs pour manquer de respect aux autres, y compris aux femmes. Mais à qui revient le rôle de les corriger? À la loi certes, mais la loi ne règne pas partout. Et de tout temps, ce sont les hommes qui se sont chargés d'empêcher un viol, de tabasser un malpropre, de s'entendre avec les autres hommes et femmes pour construire le vivre ensemble. Du fait du féminisme extrême, les hommes, en France, au Canada, en Suède ou aux US, n'osent déjà plus aller voir les femmes dans la rue de peur de représailles. On assiste à une castration sociale de plus en plus poussée, qui amène d'abord les hommes à douter d'eux-mêmes, puis aux femmes à ne plus connaître d'expérience avec un vrai homme. Quoi de plus normal quand on a diabolisé la drague et rendu normal le fait que ce soit aux femmes d'aller choisir leur mâle comme elles choisiraient leur yaourt au supermarché? Oui, l'homme est naturellement dominateur, et au-delà des constructions sociales qui ont déjà fortement contrebalancé cette vérité, il s'agit de ne pas aller trop loin et de laisser à chacun la liberté de se sentir homme ou femme. Les constructions sociales telles que la majorité sexuelle ou la condamnation du viol sont profitables au plus grand nombre, mais la féminisation de la société ne l'est pas. Il existe deux extrêmes, il s'agit de trouver le juste milieu. En Pologne, j'ai déjà eu personnellement l'occasion de draguer une fille dans la rue. La fille s'était sentie flattée, un peu décontenancée certes, mais elle est repartie avec mon numéro et ça sera tout. Le reste
reste n'est que potentialité, au même titre que les interactions en soirée ou les interactions virtuelles. Autre anecdote, un Polonais m'a raconté qu'il avait entendu parler des viols en France et du fait que peu de gens réagissaient lorsqu'ils étaient témoins d'un viol. À l'unanimité, tous les Polonais avec qui j'ai évoqué le sujet m'ont dit que si une telle situation arrivait en Pologne, le violeur se ferait instantanément casser la gueule. Voilà ce qu'on peut appeler une société patriarcale équilibrée où, je cite une demoiselle russe cette fois-ci, on respecte les femmes en les laissant être des femmes et on respecte les hommes en les laissant être des hommes. Pour terminer, le féminisme, comme toutes les autres causes bobo-gauchistes, est une aubaine pour l'instrument médiatique et les actions gouvernementales. Si Dédé, 59 ans, ne comprend rien à l'économie, parlez-lui de dévaluation, de transformation sans conversion de la dette publique, de l'inflation, et il fait un AVC. Il aura toujours un avis sur l'avortement, le mariage gay, la légalisation du cannabis. Le message est clair, tout le monde se sent concerné par les programmes sociaux avant les programmes économiques, comme le prouve l'élection d'Emmanuel Macron. Et donc, les médias s'en donnent à cœur joie. On parle de féminisme à tour de bras, de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie, pour occulter complètement les lois travail, les grandes orientations politiques et économiques de l'Union européenne, la fluctuation de l'euro. Les causes sociales sont toutes d'excellentes excuses pour détourner l'attention du grand public, avec le bonus manipulation d'opinion. Aujourd'hui, les US donnent la parole à des transgenres avec des cornes de Satan pour enseigner à des enfants de 6 ans qu'ils peuvent choisir leur sexe et que tout n'est que construction sociale. Volontairement, on utilise la carte souffrance personnelle à étaler aux autres au nom de la tolérance pour faire tourner la machine médiatique, scandaliser les intolérants et scandaliser les trop tolérants de l'intolérance des intolérants. De la même manière, la carte racisme est utilisée pour combattre les anti-immigrationnistes qui cherchent pourtant la même chose que les gauchistes. Empêcher les patrons de faire pression sur les salaires en mettant en compétition de la main-d'œuvre surexploitée. Au final, le but reste le même. Battez-vous entre vous pendant que la loi de la jungle règne dans votre dos. Ne leur faisons pas cet honneur, unissons nos forces et affrontons les constructions économiques avant de construire les communautarismes sociaux.